Alors, l'un des enjeux du durable, c'est très certainement de savoir préserver certains acquis. Puis les milieux naturels, ça en fait partie. Alors, qu'est-ce qui se passe à Longueuil à ce niveau-là? Celui qui vient est chargé de projet au Centre d'information sur l'environnement de la ville de Longueuil. Je vous demanderai d'accueillir M. Tommy Monpetit. Alors, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Comme le monsieur m'a présenté, mon nom est Tommy Monpetit. Je suis chargé de projet pour la Renette Faugrillon, au Centre d'information sur l'environnement de Longueuil. Et aussi, je suis porte-parole du partenaire des parcs écologiques de l'archipel de Montréal, donc la ceinture verte que la CMM est en train de créer. Donc, c'est ça. J'aimerais remercier beaucoup la Ville de Longueuil, M. Bigra, Mme Paradis et M. Williams d'avoir organisé cette journée et d'être présents, les conseillers et conseillères. Merci beaucoup. Donc, je suis ici pour vous parler de la nature qu'on a à Longueuil, comment on le fait pour la protéger, à quoi elle sert cette nature-là, les milieux humides et les boisés, et dans quel cadre aussi elle s'inscrit dans le cadre justement de la communauté métropolitaine de Montréal, dans un territoire élargi. La première diaporama est probablement la plus intéressante et la plus importante. La ville de Longueuil fait partie d'un tout petit domaine bioclimatique. C'est un grand terme pour dire... donc, c'est ça, le type de forêt qu'on retrouve dans le Québec. On en a plusieurs ici, on en a à peu près une treizaine. Donc, on est situé où il y a la petite flèche rouge. C'est un domaine qui est vraiment très, très petit, qui couvre environ 1% du territoire et où est regroupé 50% de la population. Je crois que c'est la réflexion la plus grande qu'il faut faire. Regardez la grosseur du territoire. Donc, 1% du territoire du Québec et 50% de la population. Une densification de la population qui est immense dans cette région-ci, d'où la nécessité de protéger les milieux naturels, les milieux humides et les cours d'eau qui sont présents dans la région. C'est l'endroit aussi où on retrouve la plus grande biodiversité. On retrouve environ 40% des espèces menacées au Québec qui sont situées dans cette petite région-là. Donc, encore une fois, plus important de conserver ces milieux naturels-là. Si je semble un peu nerveux, c'est que je suis plus habitué d'être de l'autre côté du micro à poser des questions que de faire des grandes conférences. Donc, je vais peut-être me découvrir, comme je disais tout à l'heure, des grands talents d'orateur au fur et à mesure que ça va aller. Pas trop long, l'orateur. Non, je serai bref, mais intense. Comme ça, la période de questions pourrait être plus longue et plus enrichie. La diapositive numéro 2, Longueuil sur le territoire de la CMM. Je croyais que c'était important de la mettre aussi parce que la CMM, c'est la communauté métropolitaine de Montréal. C'est l'endroit où on retrouve 82 municipalités, si je ne me trompe pas, et 14 municipalités régionales de comté. Donc, Longueuil, qui est en rouge, je ne sais pas si on peut la pointer comme il faut. Ici, on voit bien le blanc sur le rouge, c'est extraordinaire. Donc, la municipalité régionale de comté et la ville de Longueuil fait partie de ce territoire-là. Et puis, sa situation géographique, donc près du fleuve et près aussi de d'autres grands espaces naturels, lui confère vraiment une place de choix sur le territoire de la CMM. Donc, on n'oublie pas ceci, 82 municipalités et 14 municipalités régionales de comté, donc agglomération. La diapositive numéro 4, je crois que les gens de Longueuil sont d'accord. Le plan de conservation et de gestion des milieux naturels de la ville de Longueuil est un des joyaux, et j'en suis très fier. Les citoyens aussi de Longueuil devraient en être très fiers. Je crois que c'est un des joyaux, c'est un des seuls vrais plans de conservation des milieux naturels qui est présentement en mise en œuvre au Québec. Et je voudrais remercier encore une fois M. Williams qui a participé à tout qui est présent ici aujourd'hui, qui a participé à vraiment tout l'encadrement de ce projet-là, avec plusieurs des citoyens. Et je crois que ce plan de conservation-là est vraiment un modèle qui pourrait être exporté partout à travers la CMM, ce qu'on a vu, la carte précédente. Longueuil étant une MRC, maintenant une agglomération, peut-être bientôt une région administrative, qui protège plus de 13 % de son territoire. C'était 12,9 % à l'époque, sauf si je me trompe. C'est bien ça, 12,9 %. Il y a eu des ajouts sur la carte maintenant. L'agglomération, je sais qu'on parle de ville, mais bon, le plan fait partie de l'agglomération. On parlait à l'époque de 12,9 % du territoire qui est protégé. Maintenant, on a dépassé cette marge-là avec des agrandissements au Boisé du Tremblay, des agrandissements aussi au Marais d'Arvaux et au Boisé des Sorbiers qui est situé à Saint-Hubert.
Je vais vous les situer tout à l'heure sur une carte pour vous montrer où ils sont localisés sur la carte. Donc, à retenir, Longueuil est situé dans le milieu à peu près de cette carte-là. On va le voir tout à l'heure. L'important de savoir, c'est qu'on protège 13 de nos milieux naturels dans la première couronne de Montréal. Je crois que c'est vraiment important là, de... Je ne fais pas un pitch de vente pour la ville de Longueuil, mais c'est vraiment un travail. Non, il faut noter que le travail, on ne voit pas ça nulle part ailleurs à travers le Québec. On dirait que ce plan-là s'est éteint après la mise en œuvre qui a été faite. Les autres municipalités n'ont pas embarqué, c'était peut-être trop contraignant. Mais je crois qu'il faut noter que ce plan-là est vraiment extrêmement important. On y retrouve plusieurs milieux naturels d'intérêt local, régional et même national. Quelques-uns de ces milieux naturels ont obtenu ou sont sur le point d'obtenir des statuts de conservation provinciaux. J'avais mis 2 exemples, mais comme je n'aurai pas vraiment le temps, je vais en présenter seulement qu'un. Je vais vous présenter le boisé du Tremblay, qui est un peu la raison pour laquelle je me suis impliqué en environnement. Alors, la carte est un petit peu penchée, c'est justement du diaporama qui veut ceci. Malheureusement, j'ai oublié d'obtenir de la ville les zones du refuge faunique du boisé du Tremblay, parce qu'il y aura sûrement des questions tout à l'heure par rapport à ça. Le boisé du Tremblay s'étend de la partie Longueuil, en fait, s'étend du... Ben, je vais le mettre en plus gros, ça va aller beaucoup mieux. Là. Oups, je vais revenir en arrière, excusez-moi. C'est le pointeur que je veux. Bon, voilà. En haut, ici, c'est la municipalité de Boucherville. La limite ici du dépôt à neige environ jusqu'au boulevard Robert Béliveau, qui est à peu près ici, si je ne me trompe. C'est le refuge faunique du boisé du Tremblay. Donc, la partie qui est ici, c'est approximativement les limites du boisé du Tremblay. Effectivement, il y a eu du développement qui a été fait un peu à l'intérieur, où il y a le boulevard Béliveau, le boulevard Roberval, pour ceux qui connaissent la municipalité. Mais peut-être pour vous faciliter la tâche, ici, c'est le chemin du Tremblay, pour ceux qui le connaissent. Ici, on a le boulevard Roland-Terrien, qui est une artère majeure aussi. On a Roberval et Vauclin, qui est ici. Et des rues un peu moins connues, Girmand-Bombardier, qui sont situées dans le parc industriel à Boucherville. Donc, c'est environ la localisation du boisé du Tremblay. Au début, on parlait du refuge faunique, du futur refuge faunique du boisé du Tremblay, comme ayant une superficie de 341 hectares, donc 680 terrains de football. Il faut y penser, là, c'est 680 terrains de football. C'est immense. C'est très, très gros pour la première couronne de Montréal. Parce qu'un hectare équivaut à 2 terrains de football. À moins que je fasse erreur, c'est bien ça, oui. Maintenant, il y a eu des agrandissements qui ont été, avec les années, qui ont été réussis de la part des citoyens de la municipalité, qui ont accepté d'agrandir le territoire dans la partie sud, donc près du boulevard Béliveau, d'environ une trentaine ou une quarantaine d'hectares. Je pourrais me faire corriger là-dessus, mais il me semble que c'est environ entre 30 et 40 hectares. Donc, on parle aujourd'hui avec des agrandissements à Boucherville de tout près de 400 hectares. Donc, 400 hectares, c'est... Les gens écoutent. 800 terrains de football. 800 terrains de football. C'est très grand. C'est le double. C'est le double. 341 à 400. C'est ça, exactement, oui. C'est ça. Oui. Ce qu'on retrouve dans le boisé du Tremblay, qui est un endroit vraiment unique, et je l'ai dit tout à l'heure, mais la cause pour laquelle je me suis impliqué, à l'époque, il y avait 40 km² ce boisé-là. Quand j'ai commencé à lutter, 40 km². Maintenant, on a 4 km² de protégés. Donc, on voit qu'en une vingtaine d'années à peu près, là, ce que le développement, l'étalement urbain peut faire vraiment très, très, très rapidement. J'ai des cartes datées de plusieurs années, là, où à l'époque, il y avait 40 km². Donc, c'est ça. La richesse du boisé du Tremblay. Je suis toujours porté en arrière, mais j'ai la diaporama devant moi. On a à notre gauche une brucherie marécageuse à Hêtre. C'est une chose qu'on entend très rarement parce qu'on n'est pas habitué de voir des conifères dans la région. Donc, ces arbres-là, il y en a certains qui ont été carottés et estimés à entre 175 et 200 ans. Malheureusement, la photo ne rend pas justice à la grosseur de ces arbres-là. Certains, il faut être 2 hommes ou 2 femmes de plus de 5 pieds 10 pour faire le tour. Donc, c'est des arbres qui sont vraiment immenses. C'est un écosystème qui est vraiment extraordinaire dans le boisé du Tremblay. Il y en a 4 autres comme ça dans le boisé du Tremblay. Je ne vous les nommerai pas tous. Il y a une érablière acariée. Il y a 2 érablières acariées. Il y a une chênaie rouge à striée de Virginie qui est extrêmement rare aussi. Donc, on retrouve 5
écosystèmes forestiers vraiment d'intérêt, peut-être même des écosystèmes forestiers exceptionnels qui seraient situés dans le boisé du Tremblay. J'en ai illustré un, par manque de temps aussi, pas par manque de photos, parce que j'en ai énormément. On retrouve aussi dans le boisé du Tremblay, il y a plusieurs recensements qui ont été faits au fil des années. Moi, j'ai fait un ramassis de ces inventaires-là, mais surtout sous du club d'ornithologie de Longueuil et mes observations personnelles. Et on dépasse maintenant les 170 espèces d'oiseaux. On en a éliminé 3 ou 4 qui étaient des mentions non valides ou non sûres. Et pour illustrer la beauté un peu de ce que les gens peuvent s'imaginer que les oiseaux ici sont ternes ou très peu colorés, j'ai choisi le cardinal à poitrine rose, qui est un des nicheurs un nidificateur au boisé du Tremblay, qui a un chant vraiment spectaculaire et qui est vraiment magnifique. Donc, on peut voir le rose sur sa poitrine, c'est vraiment extraordinaire. Il y a plusieurs oiseaux qui sont vraiment magnifiques dans le boisé du Tremblay. Parmi ces 170 espèces d'oiseaux-là, on a le passerin indigo qui est vraiment bleuté, qui est extraordinaire, le roselet pourpré. Donc, il y a vraiment il y a un intérêt extraordinaire pour la vie faune dans le boisé du Tremblay. Le troisième, un des aspects pour moi qui est les plus intéressants dans le boisé du Tremblay, ce sont les fourmilières géantes du type Lasius minutus, qu'on voit en troisième photo en bas à gauche, à votre gauche, à ma gauche, ici. Au début, en 2001, lorsque on a découvert cet état-là, je dis on, c'est les citoyens de Longueuil en général. La municipalité aussi avait découvert ces états-là. Tout le monde pensait que c'était du remblai. Puis un professeur qui s'appelle M. Francaire, qui est professeur émérite à l'Université du Québec, à Chicoutimi, je crois. On me corrigera si je ne l'ai pas bien. Il est venu investiguer ces fourmilières-là. Et puis a découvert que c'était une colonie unique au Québec. Mais en fait, maintenant, il y en a 4 colonies qui sont connues dans la région. Mais cette colonie-là, dans le boisé du Tremblay, est la plus grande en nombre et en taille aussi. Donc, les fourmilières peuvent atteindre jusqu'à 1,5 mètre de hauteur. Même moi, j'en ai vu des plus grandes que ça, mais dans son rapport, décrivait comme 1,5 mètre de haut. Si on s'imagine 1,5 mètre fois 3, ça donne 4 pieds et demi, 5 pieds. J'ai une photo où je suis à côté sur une fourmilière qui m'arrive à la hauteur des épaules. Donc, c'est vraiment quelque chose, on pense qu'on trouve ça seulement dans la jungle amazonienne ou dans mais vraiment, on trouve ça ici, à Longueuil, dans le boisé du Tremblay, à Saint-Hubert aussi, à Boucherville, à quelques autres endroits, mais dans la région immédiate du fleuve Saint-Laurent, entre le Richelieu. Il y a 4 endroits connus de ces fourmilières-là. On voit la pelle. Regardez la grosseur de la pelle à côté. Là, c'est vraiment très, très impressionnant. Ensuite, il y a une diversité de milieux humides extraordinaire dans ce boisé-là. On retrouve en fait tous les types de milieux humides qui sont présents dans la région métropolitaine et au Québec d'ailleurs. Il y a des marais, des marécages, des étangs temporaires aussi pour la rainette faugrillon, parce que la rainette faugrillon très important. Et j'ai choisi de vous illustrer un de ces endroits-là avec un marécage arborescent, donc un marécage avec des arbres, qui est un site magnifique où il y a une formation géologique d'environ 10 mètres de haut, donc 30 pieds de hauteur. Et en bas, on peut très bien voir l'étendue du cours d'eau avec pas du cours d'eau, mais du marécage, avec ici, on la voit un petit peu moins bien ici, là, mais vraiment un très, très grand marécage. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les arbres qui vivent dans ces marécages-là sont des arbres qui sont relativement rares. Doublement rares parce qu'ils sont malades. Donc, il y a des arbres qui vivent les pieds dans l'eau, qui ont eu la maladie hollandaise, qui sont très, très rares. Il y a des frênes noirs aussi qui sont présents dans cette région-là, qui sont extrêmement rares, à cause de la grille du frêne. Une autre maladie, un insecte, celle-là, qui s'est installée chez ces arbres-là. Même par miracle, encore, on dirait que le centre du boisé du Tremblay n'a pas encore été touché par ces maladies-là. Donc, c'est peut-être l'éloignement des routes, je ne sais pas du tout, là, mais pour l'instant, il n'y a pas de cas relevés, à moins que quelqu'un me dise le contraire. C'est vraiment un endroit extraordinaire. La prochaine, c'est ma préférée. Et attendez, ça va être encore mieux dans quelques secondes. Elle va arrêter dans quelques secondes. La petite bête que vous venez de voir, c'est en fait l'amour de ma vie après mes enfants. C'est la bête pour laquelle il y a des gens qui rient, mais c'est vraiment la réalité. Il y en a que c'est les insectes, moi c'est la rainette faugrillon.
On la voit comme ça, en gros, c'est très impressionnant, mais en réalité, elle mesure 3,7 cm maximum. Maximum. La majorité qu'on capture ont entre 2 et 3 cm. Donc, de la voir comme ça au printemps, en champ, où son sac le double volume de son corps, c'est vraiment une chose qui est extrêmement rare. On est extrêmement chanceux d'avoir une nature préservée à Longueuil pour la rainette faugrillon, parce que son aire de reproduction est presque uniquement confiné à l'agglomération de Longueuil. Il y en a un petit peu à la Prairie, un petit peu à Bournois, on va le voir sur la prochaine diapositive, mais on est extrêmement chanceux. C'est une espèce qui est maintenant menacée au Canada, qui est désignée vulnérable au Québec, mais qui va être désignée menacée bientôt, parce que lorsque le pays nomme une espèce, la province suit la plupart du temps. Et puis, c'est une espèce qui est maintenant listée sur la liste rouge de l'UICN à l'international, au même type que le rhinocéros, le panda, les éléphants, bon, tout ce que vous pouvez imaginer d'espèces exotiques. Pour pouvoir la prendre en un petit vidéo comme ça, je crois que ça a pris environ une semaine pour la capturer correctement. C'est une espèce qui est très, très furtive, qu'on voit très peu, qu'on voit uniquement au printemps, dans la période de reproduction, soit vers la fin mars jusqu'au début mai. Et puis, d'en capturer une, c'est extrêmement rare, puis d'en filmer une aussi dans un état comme ça, vraiment de reproduction, là, en champ de reproduction, c'est vraiment extrêmement rare. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire sur la rainette faugrillon. Le reste, elle l'a fait elle-même. Elle a un chant vraiment sympathique qui ressemble à un doigt qu'on frotterait sur un peigne. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu correctement, mais c'est vraiment... On peut la réécouter si monsieur de la technique veut bien nous la faire réentendre. Vous allez entendre, imaginez un doigt qui frotte sur un peigne noir. Il me reste combien? Bon, je disais, là, ça a l'air qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. J'ai été beaucoup plus lent que je pensais. J'ai pris des goûts au micro. Donc, comme je disais tout à l'heure, une très grande partie de son habitat se retrouve dans l'agglomération de Longueuil. Là, je sais qu'il faut faire une distinction entre agglomération et ville de Longueuil, mais la carte que j'avais était pour illustrer l'agglomération de Longueuil. Donc, on le voit, tout ce qui est en vert et mauve ici, c'est l'agglomération de Longueuil. Donc, on voit que la population de rainette faugrillon que l'on connaît aujourd'hui est située en majorité dans l'agglomération de Longueuil et en grande partie dans la ville de Longueuil. Une grande partie à Boucherville aussi, à Brassard. Mais Longueuil, avec le boisé du Tremblay, déjà, on a 25 de la population de la rainette faugrillon qui est présente sur notre territoire. Donc, c'est pas rien. 25 d'une espèce qui est menacée à travers le monde, je crois que ça valait la peine de faire un refuge faunique. On trouve aussi, là je l'ai fait sur le territoire de la ville de Longueuil, dans le plan de conservation pour que les gens voient les limites administratives qui sont très importantes à faire. Le parc de la Cité, qui est à Saint-Hubert, qui est une tourbière, que j'ai entendu cette semaine, qui avait été agrandie de 50 par la municipalité de Longueuil. Donc, c'est un grand pas en avant. Ça fait depuis 1997 que je lutte et que plusieurs citoyens de la région luttent. Donc, il faudra voir les tenants et aboutissants de ça, mais c'est 53 du territoire du parc de la Cité qui a été agrandi. Ce terrain-là, en fait, c'est une tourbière qui a été, à l'époque, creusée, je crois, par le rail de chemin de fer canadien national, si je ne me trompe pas. Canadien national, canadien Pacifique. On se servait de la tourbe pour chauffer les cheminées, les trains. Et puis, ça fait un trou au milieu. Puis finalement, à un moment donné, la ville a décidé de faire un lac. Là, je crois que c'est à peu près ça l'histoire. Mais le truc, c'est que la bordure que l'on voit ici, en rouge, pour vous situer, le boisé du Tremblay est ici. La tourbière de Saint-Hubert est ici. En fait, le sol qu'on avait fait caractériser à l'époque des belles luttes, c'était qu'il y avait c'était à peu près une tourbière à peu près partout. Donc, il y avait plus de 30 cm de sol organique. C'est un site extraordinaire à découvrir. Encore plus d'espèces d'oiseaux dans cet endroit-là que dans le boisé du Tremblay, surprenamment, même si c'est à peu près 3 fois plus petit que le boisé du Tremblay. Je vous invite très fortement à aller le visiter. Le marais d'Arvaux, qui a été rajouté suite aux consultations publiques, il est situé... là, il est très grand. C'était le carré rouge pour la cause étudiante. Moi aussi, aujourd'hui, là, je l'ai mis. Mais situé le long de la 116, il y a peu de gens qui le connaissent. C'est un endroit qui est très méconnu. Il y a une traque de chemin de fer, une rail de chemin de fer. Et puis... c'est en arrière des anciens halles de Longueuil.
qui sont maintenant détruits. Donc, il y a un endroit qui est là, qui était autrefois, dans mon jeune temps, lié au boisé du Tremblay directement. Bon, on le voit ici, là. Il est ici. Ça a été préservé, rajouté par la Ville de Longueuil suite au plan de conservation. Effectivement, on a un parc de Michel Chartrand qui est présent sur le site aussi. On voit la taille qui est ici. On a le bois de Pratt & Whitney qui est ici. La compagnie Pratt & Whitney sur le boulevard Lantarien à Longueuil, donc qui est là, qui est un boisé qui est très, très d'intérêt. On a le boisé des Sorbiers qui a été rajouté 9,3 hectares, si je ne me trompe pas, qui est situé ici, qui est un habitat extrêmement important pour la rainette Faugrillon. Et l'éco-territoire 21, dont je connais très peu les détails, mais qui est aussi dans le plan de conservation et de mise en valeur de la Ville de Longueuil. C'est bien cet endroit-là. Hein? C'est l'autre bord de la 30? Non, parce que Saint-Hubert termine ici. Mais en tout cas, c'est dans ce secteur-là ici. C'est dans ce secteur-là ici. Bon, pourquoi protéger le milieu naturel? Il va falloir passer vite parce que je crois qu'il me reste 5 minutes. 7 minutes? Bon. On a vu qu'il y avait un effort qui avait été fait à la Ville de Longueuil, à l'agglomération de Longueuil, pour protéger les milieux naturels. On a essayé d'apporter dans notre discours autre chose que protéger les milieux naturels parce qu'ils sont dans notre cours, protéger les milieux naturels parce que les milieux naturels ont des fonctions extrêmement importantes qui rendent des services extrêmement importants à la population, mais aussi à la municipalité. On va voir quelques raisons pourquoi il faut protéger ces milieux naturels-là qui sont extrêmement importants. Les milieux humides. Pourquoi protéger les milieux humides? On en a vu tout à l'heure. Oh, ça va être plus facile là. Système de filtration de l'eau. Bon, c'est facile. Éliminant les polluants, les particules en suspension, les surplus de nutriments. Donc, les milieux humides servent à filtrer l'eau. Ils sont nos reins. Ils sont vraiment extrêmement importants. J'ai vu à quelque part qu'une quenouille était capable de filtrer une certaine quantité de plomb. Quand on pense à ça, c'est vraiment important de préserver nos milieux humides. Quand on voit les inondations qu'il y a eu récemment aussi, extrêmement important de préserver nos milieux humides. Un habitat irremplaçable, bien, je pense que j'ai fait un peu la cause depuis le début. Là. Les milieux humides sont un habitat irremplaçable pour une certaine faune, une flore, qui est vraiment unique, qui sert de cet habitat-là pour survivre. Animaux sauvages, reptiles, batraciens, bon. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'espèces en péril dans les milieux humides parce qu'il ne reste que 3 de milieux humides dans la région. Si on fait un total, 3 de milieux humides dans la région, les habitants de ces milieux humides-là ont tendance, eux aussi, à être menacés parce que les milieux humides sont directement menacés. Milieu de qualité pour le frais d'alvinage, il y a beaucoup d'espèces de poissons. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que je vous parlerai de la loi 138, puis de C-38, puis ça ne tente pas du tout. Parce que le gouvernement fédéral vient de... Bon, on sait très bien, la loi sur les pêches devrait passer. C'était une des seules lois qui avait une pogne légale vraiment intéressante. Mais les milieux humides, comme le boisé du Tremblay, les gens sont surpris parce qu'en plein milieu du boisé, de l'étendue qu'on a vu tout à l'heure, on retrouve du poisson. Lors des grandes crues, les poissons remontent les petits ruisseaux, puis ils viennent frayer dans les petits milieux humides, dans les grands milieux humides, les petits milieux humides, et ils retournent finalement dans leur cours d'eau, une fois leur frais et leur alvinage fait, l'élevage de petits poissons. Protection naturelle des rives et du littoral, ça aussi, j'ai pas besoin de... Ils captent l'eau puis ils empêchent l'érosion des berges. Là, c'est vraiment extrêmement important. Comme sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et différents cours d'eau qui ont débordé aussi l'année passée, là, comme le Richelieu et d'autres rivières. Un réservoir qui aide à imiter les inondations. J'avais mis la photo du parc de la Cité à l'arrière de cette diapositive-là, mais c'était vraiment pas beau. Le parc de la Cité a un grand lac au milieu. Ça démontre très bien la nécessité d'avoir une capacité de rétention d'eau extrêmement importante pour certains secteurs donnés des municipalités, surtout s'ils sont naturels, parce qu'il y a eu des grandes problématiques à Saint-Hubert dues justement au grand débordement d'eau qu'il y a eu dans ces secteurs-là, et même les gens avaient de la difficulté à se faire assurer dans certains codes postaux. Donc, on voit que les milieux humides, plus ils diminuent, plus il y a des risques d'inondation, moins la biodiversité est grande. Important de les préserver. On en préserve 13 des milieux naturels à Longueuil. Et beaucoup de ceux-là sont des milieux humides. On a encore des cas d'inondation quand même, mais c'est moins pire qu'à Montréal. Le dernier, activité récréative, c'est effectivement extrêmement important parce que une fois que les citoyens ont finalement découvert ces milieux naturels-là, ils se les approprient et vont faire du tourisme et amènent des gens à faire du tourisme, même des gens de l'extérieur qui viennent ici pour voir des fourmillages géantes. Ça commence à être de plus en plus commun. L'aménagement de ces sites-là est extrêmement important. On ne parle pas de pêche ici dans le cas de Longueuil, à part du fleuve Saint-Laurent, mais à randonnée, observation d'oiseaux,
Écoute de Rainette, c'est devenu une activité tellement populaire que Longueuil pourrait avoir comme deuxième drapeau la Rainette au grillon parce qu'il y a une demande extrêmement grande pour venir écouter cette espèce-là. Donc, les milieux humides sont extrêmement importants pour ça. Les activités récréatives ou récréo-touristiques qui amènent vraiment une manne économique à une municipalité. Je n'ai pas mis les chiffres, malheureusement, mais aux États-Unis, comme dans l'État du Vermont, c'est très, très, très élevé. La valeur, là, beaucoup de gens qui deviennent... Il y a beaucoup plus de personnes âgées au Québec, partout à travers le monde, et la plupart, maintenant, font des activités récréo-touristiques comme ça. Aller voir les oiseaux, aller voir, faire des randonnées. Maintenant, on a des endroits à Longueuil qui sont disponibles pour ça. Boisés, couverts forestiers, on va passer assez rapidement. Habitat essentiel pour la faune et la flore, c'est un peu comme les milieux humides. Là. Pas de boisés, pas d'habitat, pas de faune, pas de flore. C'est extrêmement simple. Système de climatisation naturelle. Une journée comme aujourd'hui, on peut avoir, à côté d'un boisé, d'être dans un stationnement et entrer dans la forêt et avoir une différence de entre 5 à 7 degrés. J'ai même vu jusqu'à 10 degrés déjà de différence, sous une canopée qui est assez grande. Donc, c'est un système de climatiseur naturel pour la lutte aux îlots de chaleur. Je suis obligé de passer vite. Procurer un système, les arbres, ils captent les gaz, certains gaz, puis les filtres, les envoient dans la nature, si on ne l'a pas assez vite. Ça, c'est très important. Ça sert à retenir le sol avec son système racinaire. Si les arbres ont un rôle extrêmement important à jouer, c'est qu'ils étendent leurs racines. Et souvent, comme dans le boisé du Tremblay, c'est un peu humide, l'eau se retire, revient. Les arbres ont la capacité, et aussi pour leur propre survie, là, une importance capitale, d'établir un système racinaire qui est vraiment important, qui retient le sol en place. Aussitôt qu'on enlève ces arbres-là, qu'on les coupe, on voit dans certains quartiers qu'il y a beaucoup de problèmes d'érosion de sol parce que les arbres ont été enlevés. Il y a un rôle vraiment vital à jouer avec leurs racines. Surtout, plus les boisés sont vieux, plus ils retiennent le sol, plus les milieux sont stables, plus on évite les cas d'effondrement ou de glissement de terrain. Important lieu de loisirs, de détente et de ressourcement, je viens de le dire. Bon, écotourisme, et voilà. Bon, la diapositive numéro 13. Le rôle de leader de Longueuil dans la communauté métropolitaine de Montréal. La communauté métropolitaine de Montréal, ce que je vous avais dit tout à l'heure, 82 municipalités, 14 municipalités régionales de comté, sont dotées on n'aura pas vraiment laissé le choix. On est allé massivement à la communauté métropolitaine de Montréal. Il y a eu 450 mémoires de déposés. Là-dessus, il y en avait près de plus de la moitié qui parlaient d'une ceinture verte et bleue pour Montréal. Donc, la communauté métropolitaine de Montréal, suite à cette consultation publique et présentation publique et tout le Bataclan qui s'en est suivi, ont décidé de protéger ou de tenter de protéger 17 % du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, de tout l'ensemble qu'il y a là, et de reboiser 30 % de couverts forestiers, qui est le strict minimum pour maintenir une aire de qualité dans une région urbaine comme Montréal. L'avantage de Longueuil, c'est que le plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, nous, on le possède déjà. On n'a pas les objectifs de 17 % de milieux naturels parce que c'est physiquement impossible de créer des milieux naturels. C'est physiquement impossible. Il faut faire avec ce qu'on a, mais on est déjà un très, très, très bon exemple pour le restant de la communauté métropolitaine de Montréal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plan de conservation de l'agglomération de Longueuil, dont la ville de Longueuil fait partie, pourrait facilement être exporté, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec les différents groupes environnementaux, là, exporter ce plan-là à toutes les autres municipalités régionales de comté pour créer un ensemble important qui contient aussi la protection des terres agricoles. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui, c'est ça. Donc, Longueuil, le travail est déjà fait. Il reste maintenant à étendre ce projet-là un peu partout. Et les groupes environnementaux de la municipalité de Longueuil et de l'agglomération de Longueuil vont aller faire des représentations auprès de la communauté métropolitaine de Montréal pour siéger à cette table-là. Je vais passer vite. Impliquez-vous. Dans ma jeune carrière, je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai jamais faite. En 1996, j'ai pris un bout de papier, parce qu'à l'époque, les ordinateurs, n'étaient pas encore très poussés. Puis même à ça, j'aimais mieux écrire. J'ai écrit une lettre à l'époque, je crois que c'était à M. Gladu, 96, pour lui poser des questions sur le boisé du Tremblay.
je crois que ça a été la chose la plus marquante que j'ai faite dans toute ma vie, puis la chose la plus importante que chacun d'entre vous qui se pose des questions devriez faire. Posez des questions à vos élus et aux différents ministères, ils sont là pour vous. C'est extrêmement important de faire cette action-là, vraiment, vraiment très, très important, et d'arrêter de penser que les autres groupes environnementaux plus grands, à plus grande portée, vont le faire pour nous. L'implication locale de chaque citoyen est extrêmement importante. Là, je m'en viens révolutionnaire, je vais changer de diapositive. Il m'en reste 4 petits bouts, sur pas long. Joignez un groupe environnemental ou une organisation dans votre quartier, dans votre région. Ici, à Longueuil, on a le ciel, on a la protection du parc de la Cité, on a maintenant la protection du boulevard Moïse-Vincent, on est les amis du parc Michel-Chartrand. On est une pépinière de groupes environnementaux structurés qui ont de l'information extrêmement pertinente sur notre région. On connaît notre région puis on l'aime. Donc, avant de partir à un autre organisme, renseignez-vous, voir s'il n'y aurait pas d'autres organismes qui sont présents dans la région. Troisième petit point. Prenez le temps d'aller visiter vos milieux naturels. Les connaître aussi, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui défendaient des milieux naturels qui ne les connaissaient pas du tout. Ils ne connaissaient pas la valeur écologique de leur milieu naturel. Je pense que c'est d'une extrême importance de connaître nos milieux naturels. Je me demandais combien de personnes savaient qu'il y avait des fourmillages géantes à Longueuil. 2, 3. Des fourmillages géantes. 3. J'ai 3 personnes qui savaient qu'il y avait des fourmillages géantes à Longueuil, puis c'est un phénomène qui est unique au monde. C'est quand même relativement important. Donc, 4, oui, nous, madame. Dans le boisé du Tremblay. Dans le boisé de Marico. En arrière du bureau de mme Malavoie sur le chemin du Tremblay. C'est une bonne indication. La dernière, je vais être juste dans mon temps. Je l'ai-tu passé, celle-là? Non. Implication citoyenne en collaboration avec une bonne volonté politique. Il ne faut pas l'oublier, peut donner des résultats très productifs. Ici, à Longueuil, on est chanceux. Moi, je trouve, en tout cas, parce que je parcours plusieurs municipalités partout à travers la province, on a un dialogue avec les élus qui nous écoutent. C'est extrêmement important parce que la volonté politique est là, puis c'est extrêmement important. Mais il ne faut jamais prendre ça pour acquis. Il faut toujours continuer à lutter et à avoir des demandes structurées pour faire avancer les choses. Parce que je fais affaire avec d'autres municipalités très près de Longueuil et l'implication citoyenne est très, très grande, mais la volonté politique est nulle. Donc, des plans de conservation comme à Longueuil, on en a vu à Saint-Jean, qui n'étaient pas très, très jolis parce que l'implication citoyenne était très grande, mais la collaboration et la volonté politique n'étaient pas là du tout. Donc, je suis juste à temps pile. Le parc de la Cité, à Saint-Hubert. Et voilà. Bon, Tommy, vous venez de dire, vous prenez de plus en plus d'aide au micro, on va vous garder. Et il est important, là, je vais reprendre vos mots, il est important de poser des questions. Hein? Fait que je commence. Allez-y. Puis après ça, on ira de l'autre côté. Alors, madame. C'est à vous. Bonjour, Marie-Ève Gagné. Mes enfants m'appellent la fée des Rainettes, alors on va bien s'entendre. J'ai une question concernant les critères de protection d'un milieu naturel. Vous avez beaucoup parlé du boisé du Tremblay, Oui. mais quels étaient les critères afin que vous obteniez la réserve faunique pour le boisé du Tremblay? Première question, j'en ai 3. Les critères, ça varie de lieu en lieu, évidemment. Là. Mais, oh, pardon, le micro. Bon. Il fallait que le ministère des Ressources naturelles et de la faune reconnaisse la valeur de ce territoire-là. Pour ce fait-là, il fallait que la ville de Longueuil ait fait des études sur le territoire avec les organismes indépendants aussi, comme nous, le ciel. Donc, on a fait des études sur la rainette Faugrillon, sur différents aspects. La ville a travaillé énormément, honnêtement, là, pour que ça aille vraiment extrêmement plus vite. Suite à ça, la demande a été envoyée au gouvernement. Le gouvernement a dit c'est pas nous ou au ministère du Développement durable qui s'occupe du dossier, c'est un dossier qui relève de la faune. Parce que c'est vraiment la faune qui est en cause ici, la rainette Faugrillon. Et puis, suite à ça, il y a eu les échanges entre la municipalité, le devis technique, l'écriture du devis technique. C'est une procédure normalement qui dure environ 4 à 5 ans, mais dans notre cas, étant donné que les équipes de rétablissement de la rainette Faugrillon étaient sur le dossier, que les terrains appartenaient à la ville,
il y avait beaucoup de choses qui facilitaient la chose. Donc, je crois que c'était un an de délai avant d'obtenir le statut de refuge. Mais là, il y a eu des tracasseries administratives, mais c'est en voie de devenir le refuge faunique. Donc, il y a des critères, évidemment, de sélection naturelle. Là. Il faut voir si le lieu correspond à ce qu'on veut. Et puis, après ça, bien, il suffit de discuter avec les propriétaires. Nous, on est chanceux, c'est la ville, dans ce cas-ci. Ma deuxième question, en fait, pour le plan de conservation de gestion des milieux naturels, je veux dire, les études datent de quelle... Les dernières études datent de quelle année? Il a été accepté en 2005. Ou peut-être que quelqu'un d'autre le sait. Non, mais c'est parce qu'il y a des études complémentaires. Le plan de conservation date de 2005. C'est bien ça, 2005. Mais il y a des études complémentaires qui ont été faites pour le territoire, pour des sites donnés. Comme en 2008, je crois, 2007, il y a eu le boisier des Sorbiers qui s'est rajouté, qui n'était pas présent là avant. Donc, il y a des études ponctuelles sur différents sites qui se font pour en voir la qualité ou pour voir l'agrandissement. Comme le marais d'Arvaux, il y a des études qui ont été faites. La Ville a décidé d'agrandir le marais d'Arvaux. Donc, c'est un processus qui est toujours en cours. L'agrandissement du parc de la Cité aussi, c'en est un exemple. 53% qui est agrandi. Là. Il y a eu des études de caractérisation qui ont été faites par des biologistes spécialisés. Ils ont consulté les données du ciel pour la rainette. Mais c'est un processus qui est toujours en cours. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de boisier qui soit retiré du plan, chose qui n'est pas arrivée à date. OK. En fait, je vais reprendre une citation, après j'ai fini. Oui. Donc, vous avez dit, on ne peut pas créer des milieux naturels. On peut, en fait, oui. Mais on peut, mais en fait, on ne peut pas vraiment. Là, quand on en a des milieux naturels, notre premier réflexe, ça serait de les protéger. Les étés 2009-2010, des rainettes, dans le boisier Maricourt, on n'en entendait plus. L'été 2011 et ce printemps, on en entend. Parce qu'il y a eu un déboisement pour le projet Moïse-Vincent, un déboisement dans le secteur, et les rainettes s'étaient tues. Mais cet été, l'été dernier, on entend des rainettes à nouveau. Alors, maintenant qu'il y a plusieurs élus de l'arrondissement de Saint-Hubert, j'aimerais juste répéter ces phrases-là, que les rainettes sont de retour, nous les entendons, nous les filmons et nous les enregistrons et nous nous impliquerons. Bien, pour répondre à votre question, effectivement, on a fait arrêter le développement, je dis on, les citoyens, tout le monde. Déjà des infractions répétées par le promoteur. Et effectivement, la rainette a arrêté de chanter pendant 4 ans. Pourquoi elle s'est remis à chanter? Il n'y a personne qui le sait. C'est un mystère de la vie, là. Mais depuis 2 ans, on a des films, des vidéos, là, en arrière du dépanneur, dans des sacs à poubelle, presque. Là. Elle chante, là. Je n'ai pas de réponse à votre question. C'est vraiment une question biologique étrange, là, mais c'est ça. C'est un constat et on est Oui. bien heureux de les entendre. Voilà. Oui. Puissions-nous les entendre encore longtemps. Voilà. Question? Est-ce qu'il y a une autre question de ce côté-ci? Oui. Oui, je m'appelle Marie-Ève Deschênes. Moi, ma question, c'était, vous avez parlé qu'on a un très bon plan de conservation à Longueuil, mais c'est ça, c'est principalement des parcs qui sont protégés. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui y vont, mais je me demandais, y a-t-il une grande partie qu'il y a de la conservation là, totale, là, ou c'est qu'il y a personne n'a accès? Là? La mise en œuvre du plan de conservation, c'est le nerf de la guerre. Et ce que vous dites, justement, comme dans le boisier du Tremblay, c'est d'éviter, c'est de le laisser accessible au public. Ça, on en a discuté longtemps avec la Ville. Mais il ne faut pas recréer le parc régional dans le boisier du Tremblay. Là. Il y a des zones où il y a des plantes qu'il ne faut absolument pas que personne aille piler en vélo ou avec leur chien. Là. Les sites de reproduction de la rainette faugrillon sont extrêmement importants et très fragiles. Les œufs sont la grosseur d'un bout d'un crayon. Puis il y a plusieurs espèces qui sont extrêmement sensibles. Puis ça, c'est bien écrit dans le statut de refuge faunique qu'on a créé en collaboration avec la municipalité et le MRNF, qu'il y a des endroits où, effectivement, il faudra moins aller ou pas aller du tout. Puis il y a des endroits qui vont être plus accessibles au grand public. Je crois que c'est le constat qu'on a fait. Puis c'est important de le faire aussi parce que je ne peux pas nommer de plantes, malheureusement, là, mais il y a des plantes extrêmement rares qu'on ne peut pas se permettre de perdre, là, qui sont en train de se recoloniser tranquillement, pas vite. Si les gens connaissent ces plantes-là, ont accès à ces plantes-là, puis ils vont les cueillir.
Et là, ça ne donne rien, absolument rien de faire de la conservation. Puis il y a des endroits qui sont extrêmement rares aussi. Je prends juste la formation géologique que je parlais tout à l'heure. C'est un endroit qui est magnifique. On peut faire le tour là, pour voir ce qu'il y a là, mais aller à l'intérieur, piloter là-dedans, là, non, il va falloir vraiment qu'il y ait des endroits plus... mais ça c'est encore en discussion, malheureusement. Ben, malheureusement ou heureusement, là, bon. Oui, tout à fait. Oui, puis dernièrement, j'avais une autre petite question. Je me demandais si votre organisme, vous avez été faire des inventaires dans le coin de Saint-Hubert, où c'est qu'ils vont faire là, leur projet d'éco-territoire 21. Là. C'est quand même beaucoup de milieux humides dans cette région-là. De l'autre côté de la 30, au sud de la 30? Mais en fait, sud-est, sur la carte, là, on le voyait, là, justement, où c'est qu'il y a une aire protégée. Là. Oui. Tout ce territoire-là, ils veulent transformer ça en terre agricole. Je me Oui. demandais si vous aviez faire des inventaires. Oui, on était faire des inventaires et Nature Action Québec aussi, qui est un de nos organismes partenaires, a été faire des inventaires dans ce secteur-là. Il n'y a absolument aucune rainette. Pour ça, il n'y en a pas. C'est un boisé qui est en régénération, je crois, le peuplement de bouleau, peuplier. Il y a quelques milieux humides aussi. C'est sûr qu'il y a un intérêt écologique, là, mais malheureusement, pour vous parler de l'éco-territoire, là, je ne suis pas la meilleure personne. Je peux vous parler de plein de choses, mais l'éco-territoire, je sais que c'est en cours présentement, que ça va super bien. C'est sûr. Oui, mais il y a quand même une petite formation de peuplier et de bouleau dans ce secteur-là, là, c'est ça. Oui. Bonjour, Aline. Oui. Ma question serait, si on prend un milieu, puis on regarde des inventaires qui ont été faits au cours des années, on voit que des fois, on dit, ben, ce milieu, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Puis l'autre année, ou notre rapport, quelques années après, ben, il y a la rainette. Puis après, on fait d'autres inventaires, puis on découvre, ben, à part la rainette, il y a d'autres espèces encore vulnérables. Puis on a des arbres qui ont d'intérêt écologique. Ma question, ce serait, ne croyez pas, vous, que quand on fait des études aujourd'hui pour faire un développement, on se base sur des études qui sont très ponctuelles. Disons, on fait un inventaire ou deux inventaires, puis là, on prend pour acquis que le milieu a telle caractéristique, tandis que la nature, elle est en constante évolution, puis s'il pleut, s'il fait plus chaud, il fait plus froid, c'est sûr que les animaux, puis la nature, elle va avoir des comportements différents, tant est que la rainette n'était pas là ou ne chantait pas sur quelques années, puis après, elle est apparue. Je ne pense pas qu'elle a pris des ailes puis elle a volé jusqu'à là-bas. Elle était là, sauf qu'on n'a pas identifié. Donc, croyez pas vous que c'est si dangereux qu'on prenne des décisions au sein de la ville de condamner un milieu parce qu'on a fait un inventaire ou deux inventaires, puis là on prend pour acquis qu'il y a un portrait tel, puis là on décide que ben pas de valeur, on coupe puis on développe. Pour ce qui est des études, je ne voudrais pas m'éloigner de mon propos, là, mais je crois que, premièrement, il faut avoir des études historiques. Il faut avoir des études historiques du secteur. Nous, on est reculé, dans certains cas, jusqu'à l'arborisation de Marie-Victorin. C'est vieux, là. C'est très, très vieux. Après ça, il faut avoir des études subséquentes qui ont de l'allure. Là, je ne m'immiscerai pas là-dedans, parce que ça va être très long, mais des études faites par des promoteurs, payées par les promoteurs, qui, eux, vont faire le développement, là, ça ne fonctionne pas. La caractérisation qui a été faite pour Longueuil a été faite d'une façon quand même relativement excellente. Il manque des bouts, là, mais en général, c'est bien. Mais c'est bon que vous apportiez le point. Il faut absolument qu'il y ait des études indépendantes qui soient faites sur une période donnée qui est intéressante, pour la faune, pour la flore, puis de voir aussi, comme monsieur disait tout à l'heure, l'évolution dans le temps de ce qui va se passer. Si on a un terrain avec un petit milieu humide, puis qui est entouré de roches, comme c'était dans un des cas dans le Boisé du Tremblay, nous, on ne s'est pas opposé au développement dans cette région-là. Mais une autre région comme le boulevard Moïse-Vincent, où il y a des espèces relativement, même très, très rares, le chêne bicolore, la rainette faux-grillon, il faut se poser des sérieuses questions, puis il faut voir les motivations qu'il y a en arrière du développement. Qui fait le développement? Qui fait les études? Puis, en tant qu'organisme environnemental indépendant aussi, nous-mêmes, faire ces études-là. Pas se contenter des études qui ont été faites en plein milieu de l'été où il n'y a aucun amphibien, aucun oiseau, aucune fleur, aucune rien pantoute.
c'est extrêmement important de le faire en tant que groupe environnemental. Si on n'a pas les ressources, d'aller chercher des spécialistes qui vont le faire à notre place. Alain Lavallée. Je sais que cet hiver ou ce printemps, la ville de Longueuil a fait une espèce d'inventaire de la population de chevreuils sur son territoire, ou c'est l'agglomération qui a fait ça. Et je vais faire référence à une petite phrase qu'il y a eu ce matin. On a l'impression que les villes sont construites pour rendre les automobilistes heureux. Moi, ça fait 10 ans que j'habite à côté du parc régional Michel Chartrand. Et j'ai vu des milliers et des milliers et des milliers de Longueuillois qui ont eu un grand bonheur entre 7 mois et 97 ans à observer des chevreuils. Je me demande si, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est de cet état de l'inventaire des chevreuils, mais je me demande si on ne prépare pas une espèce de diminution de la population de chevreuils à Longueuil parce que ça dérangerait peut-être quelques automobilistes. Alors que ça fait le bonheur de milliers de personnes. Enfin, je ne sais pas si vous en savez quelque chose là-dessus. Je sais que pour le cas du parc Michel Chartrand, je pourrais peut-être laisser quelqu'un d'autre répondre à ma place, mais dans le cas du Boisé du Tremblay, qui est tout près du parc Michel Chartrand, le rapport que moi j'ai vu, c'est que la nature était suffisante elle pouvait suffire à la population de Serre de Virginie qui était là. On n'est pas dans la même problématique qu'au parc Michel Chartrand, où il y a une surpopulation. Je ne connais pas les statistiques du tout, là, vraiment. Vous me posez une question, je sais qu'il y a un inventaire qui a été fait, là. Je sais qu'il y a beaucoup de Serres de Virginie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les nourrissent aussi. Je n'ai pas les statistiques des accidents, ni de... Là, il faudrait vraiment poser la question à la ville, là. Quelles sont leurs intentions? Ils vont-ils stériliser les chevreuils d'une façon ou d'une autre? La chasse est hors de question. Le parc régional, on ne peut pas les chasser là. C'est une très, très bonne question. Mais il faut trouver, éventuellement, il va falloir trouver un moyen. Parce que les chevreuils se reproduisent énormément. Les gens qui vivent autour en pâtissent grandement. Il va falloir trouver un moyen de concilier la nature puis la ville. Premièrement, le développement est complètement arrêté autour du parc Michel Chartrand. C'est une question, Pierre. Ouais, oui. Vous avez dit en pâtisse, les gens autour en pâtissent énormément. Vous parlez des haies de cèdre qui sont mangées. Comment ils en souffrent? Oui, les pommes les fleurs, tout y passe pendant l'hiver. Là. Mais il faut trouver une solution. Ils viennent dans ma cour, là, puis ils mangent, c'est tout. Oui. Mais mais je suis tout à fait d'accord que les Serres de Virginie étaient là avant le monde. Là. C'est sûr et certain. Là. Mais là, on a un problème. Il y en a trop. Puis le monde s'en rendu trop proche. Là, il faut trouver faut trouver une solution. Là. C'est pas en regardant le problème et en disant ben il y a trop de chevreuils. Ah, c'est madame-là. Oui, bonjour, Oui. Tommy. On voit que la Ville fait des gros efforts pour préserver des milieux naturels. Tu disais 13 13 en général, on dit que 12 c'est le minimum qu'on devrait préserver. C'est 17 avec Nagoya maintenant. OK. Puis, on est quand même un petit peu loin du compte. Puis, pour ces fameux cerfs de Virginie, là, ben, plus on rapetisse le territoire, moins ces espèces-là ont d'espace. Puis, ils sont condensés. Puis, ils ont tendance à sortir de leur territoire parce qu'ils n'en ont plus assez de place. Puis, moi, j'habite sur la rue Roberval. Il y a un boisé derrière chez nous. Puis, la formule qui va dans le nouveau PPU là, qu'on a instauré, de concordance, bien, ça va être encore de mettre un bassin de rétention d'eau et de développer. Pourquoi ne pas faire tous les efforts nécessaires pour préserver ce qui reste de milieu naturel, vu la planète n'est plus capable de supporter, de rapetisser encore ces milieux naturels. On va finir par être en déficit un jour ou l'autre parce que la population augmente toujours, les espaces naturels rétrécissent tout le temps. Pourquoi les villes n'en sont pas encore rendues à penser qu'il faudrait protéger un maximum d'espaces naturels, puis de développer, comme disait le monsieur de la conférence ce matin, de développer autrement? Oui.
À l'époque de la création du refuge faunique qui arrêtait à la rue Béliveau, il y avait des poches de conservation qui étaient situées entre Renaud-Terrien, Roberval, Béliveau et Vauclin. C'est le quadrilatère, si je ne me trompe pas. Pour nous au ciel et pour plusieurs autres organismes, moi je trouvais ça aberrant de conserver 3-4 poches avec des maisons tout partout, puis de perdre une grande partie au nord, qui est un habitat extrêmement important pour la rainette faugrillon. Les négociations ont été faites en ce sens-là. On n'a pas parlé pour le public, on a donné notre avis à la ville. On protège 86 de l'habitat de la rainette faugrillon. Mais si vous annoncez, comme on l'a vu sur une des diapositives, un périmètre fixe pour un refuge, il faut le dire aux gens, là. Il faut le dire aux gens, regardez, nous protégeons ça. Et ce qui est le reste, là, ben, on ne le protégera pas. On fera des consultations publiques, on fera autre chose. Là. Moi, je ne suis pas dans les souliers de la ville. Moi, j'ai négocié avec la ville et plusieurs autres, là, discuté avec la ville, ce qui était le mieux pour la région, pour ce secteur-là. Mais à partir de là, l'opération de relations publiques ne nous appartient plus. Là, c'est à la ville d'aller retourner voir ses citoyens. Je crois qu'il y a un petit manquement. Pas un petit, un gros. Là. Ça aurait dû être annoncé. Il aurait dû avoir différents trucs publics. Mais c'est des choses qui ont été négociées par les environnementalistes avec des fonctionnaires de la municipalité, parce que le plan, à l'époque, vraiment, c'était consternant de conserver juste... Les milieux n'étaient pas périns, là, pantoute. Vraiment pas. Donc, un bloc était préférable à des poches un peu partout ici, à gauche, à droite. Mais là, à ce moment-là, si vous avez des revendications entre Béliveau, Roberval, Vauclin, Chemin-Chamblay, reprenez le bâton de pèlerin puis on retourne au conseil de ville. J'ai dit tantôt, impliquez-vous. C'est dans le PPU, il n'y a plus rien à faire. On m'a dit ça en 1991, après 196. Puis en 2012, puis là, je fais des conférences. Il y a toujours, puis je pense que comme vous l'avez dit tantôt, Tommy, il ne faut pas désespérer, il ne faut surtout pas se décourager, puis il faut... Ben, l'exercice d'aujourd'hui s'en est un bel exemple. Je pense qu'il y a des gens ici de la ville qui écoutent, puis il faut les achaler. Oui. Il faut se faire entendre. Oui, mais j'aimerais revenir sur le point On s'arrête là-dessus, là. Ouais, j'ai un dernier petit point pour le monsieur tout à l'heure, là, parce que je ne voulais pas qu'il prenne mal mon intervention, là, loin du tout. J'ai vu le parc régional comme je l'ai connu. À l'époque, c'était pas officiellement le parc régional Michel Chartrand, c'était beaucoup plus grand. Là, je suis natif de Longueuil. Je sais que ça allait énormément rapetisser. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a un problème. On a un problème qui est grave, là. Puis là, il y a plus d'accidents avec les chevreuils qu'avec les voitures elles-mêmes. Là. Les voitures rentrent dans les chevreuils aussi sont blessés. Là. Moi, je pense qu'il faut s'asseoir avec la municipalité puis voir ce qu'on peut faire pour trouver une solution à ça. Pas pour les exterminer, moi je veux qu'ils restent là, je les aime beaucoup, beaucoup. Mais trouver une solution, là, créer des haies brises, je sais pas, là, il faut trouver une solution logique à ce problème-là. Parce que c'est tout le monde qui en pâtit, les chevreuils, les gens qui vont au parc, puis les gens aussi qui vivent alentour. Malheureusement, ils sont installés là. C'est là-dessus? Ah, il y avait beaucoup de... Vous allez rester? Ah oui, je peux aller dans le corridor à l'arrière, pas de problème. Là, si on veut permettre aux autres d'intervenir, puis si vous êtes encore disponible à la fin, puis il est encore, on pourra poursuivre la période de questions, mais je suis bien volontaire. Merci. Mais là, on me pousse un peu dans le dernier.